Le 18 avril 2016, en Suède, un promeneur découvre le corps sans vie d'un jeune homme au fond d'un fossé inondé près d'une zone boisée d'Ullared, un village de la commune de Falkenberg. La victime s'appelle Sebastian Robin Nilsson, il a 25 ans, porté disparu depuis 2 jours. Très vite, les autorités concluent à un tragique accident, une noyade combinée à une hypothermie, et l'affaire est classée. Pourtant, au fil du temps, la famille de Robin va soulever de nombreuses zones d'ombre. Pourquoi, par exemple, a-t-il quitté brusquement ses amis en pleine nuit ? Comment s'est-il retrouvé dans ce fossé ? Pourquoi la police a-t-elle expédié l'enquête aussi rapidement, sans même sécuriser la scène ? Cette mort demeure inexpliquée et continue de hanter ses proches, et notamment Malin, sa mère. J'ai eu connaissance, les amis, de cette histoire par l'intermédiaire d'Alexandre. Alexandre regarde régulièrement ma chaîne YouTube, il m'a contacté sur Instagram il y a plusieurs mois pour me parler de la mort de ce jeune homme. Un jeune homme qu'il a croisé à plusieurs reprises en Australie il y a un petit peu plus de 10 ans. Et c'est par hasard qu'il a appris sa mort. Vous allez l'entendre dans cette vidéo, il va nous expliquer comment il l'a connu, mais vous allez surtout entendre Malin, la mère de Robin, que j'ai contactée via les réseaux sociaux et qui a accepté de nous parler de son fils, qui il était, quel était son état d'esprit avant sa mort, et surtout pourquoi, selon elle, le décès laisse planer beaucoup de mystères. L'idée, vous l'avez compris, ce n'est pas de faire l'enquête, surtout à distance, ça n'aurait pas de sens, mais c'est de mettre en lumière tous les éléments qu'on a aujourd'hui à notre disposition. Et surtout, comme le dit Malin, continuer à faire vivre la mémoire de Robin parce que pour elle, ça signifie beaucoup. Je vous propose, dans cette vidéo, de retracer chronologiquement l'histoire de Robin Nilsson, de sa vie pleine de promesses aux circonstances troublantes de sa disparition, jusqu'à la bataille acharnée de sa mère pour obtenir la vérité. Sebastian Robin Nilsson, surnommé Robin, est né le 15 novembre 1990 en Suède. En 2016, il a 25 ans, quasiment 26, et vient de rentrer vivre chez sa mère dans la ville de Falkenberg, au sud-ouest de la Suède. Robin est décrit comme un jeune homme à la personnalité attachante et aventureuse, avide de nouvelles expériences. Il a passé les dernières années à voyager hors du pays. Il a notamment séjourné en Australie pendant 1 an et demi, où il a exercé divers petits emplois et même travaillé comme modèle photo. Ses proches se réjouissent de son retour après cette longue absence, d'autant que Robin semble plus épanoui et déterminé plus que jamais quant à son avenir. Robin était une personne formidable, même s'il n'allait malheureusement pas toujours très bien psychologiquement. Il était aimant, empathique et incroyablement charmant. Toutes les filles l'adoraient. Il avait les plus beaux yeux bleus et un rire communicatif. Nous pouvions parler de tout. C'était un fils très proche de sa maman et il veillait toujours à ce que j'aille bien. Il était apprécié de tous et donnait toujours de bons conseils. Je voudrais que les gens se souviennent de lui pour son engagement et sa bienveillance envers les autres. Quelques mois avant sa mort, Robin a en effet vécu un événement marquant. Il a été victime d'un grave accident, une chute de 6 mètres depuis un balcon dont il est miraculeusement sorti vivant. Cet accident survenu alors qu'il était à l'étranger a été un véritable déclic pour lui. Robin y a vu une seconde chance. Il a décidé de changer son mode de vie, d'abandonner toute consommation de drogue par exemple et de poursuivre son rêve de devenir acteur. Son entourage remarque chez lui un regain d'optimisme et de sagesse après ce drame évité de peu. Robin rentre donc en Suède au début de l'année 2016 avec l'envie de repartir sur de bonnes bases, entouré de sa famille, de ses amis proches. Il s'installe chez sa mère, Malin, à Falkenberg, le temps de préparer ses nouveaux projets. Personne n'imagine alors que ce retour à la maison sera tragiquement écourté. Après son accident, il est devenu plus profond dans ses réflexions. Il réfléchissait davantage, était plus sérieux, il était inquiet de l'état du monde. Il aimait rester longtemps à discuter des choses qui le préoccupaient. Il avait décidé de partir aux États-Unis pour étudier.
Il avait été admis dans une université là-bas et devait partir en août. Pendant 1 an et demi, Robin a vécu loin de la Suède. Je vous l'ai dit, l'Australie, un pays qu'il aime profondément, un pays où il se cherche aussi, où il expérimente, où il tente de construire quelque chose. Là-bas, il ne fait pas que voyager, il travaille, il étudie. Et il tente aussi de se rapprocher de ce qui commence à devenir un objectif, le mannequinat. C'est à cette période qu'il croise donc la route de ce photographe français, Alexandre, qui ne connaît pas encore toute l'histoire de Robin, mais qui va garder de lui un souvenir très précis. Alors Robin, je l'ai rencontré lors de mon voyage en Australie. J'ai fait un voyage entre 2013 et 2014 pendant 1 an avec le Working Holiday Visa. Et quand je suis arrivé à Sydney, je cherchais à faire des rencontres et à me faire un peu d'argent évidemment. Et comme je suis photographe, j'ai contacté des agences de mannequins pour savoir s'il y a des modèles qui cherchaient à enrichir leur portfolio. Et du coup, Robin est le premier à m'avoir contacté pour faire des photos justement. Au début, on parle pas trop, on parle surtout de la photo. On a parlé de Sydney et de l'Australie parce que on adorait ce pays. Moi, je me souviens que c'était un très beau garçon, type mannequin quoi, voilà, souriant. Et du coup, moi, j'ai retrouvé le premier message qu'il m'a envoyé et il se décrit. Donc, c'est assez intéressant, je trouve, de montrer comment il se décrivait. Il était à moitié suédois, à moitié de Bangladesh. Il vivait du coup à Sydney et en fait, il était étudiant à Sydney. Voilà, donc ce qui lui permettait de rester, d'étudier et de travailler. Moi, j'en ai le souvenir. Alors, du coup, j'ai fait 3 séances photos avec lui. Donc, c'était 3 séances photos de à peu près 2 heures, 2h30. Donc, j'étais pas son meilleur ami. Je connaissais pas toute sa vie, évidemment, puisqu'on était dans un cadre quand même professionnel. Mais c'est vrai qu'on était tous les deux très décontractés. Du coup, même lui se décrit très décontracté et sociable. Pour moi, c'était quelqu'un de très positif, toujours souriant. Il était ouvert d'esprit, il voulait l'aventure, il voulait tester des trucs. Je pense qu'il était, ouais, son but était de devenir mannequin. Et c'est vrai qu'il me disait qu'il était petit, il faisait un petit mètre 73. Donc c'est vrai que peut-être que ça a changé aujourd'hui. Moi, je suis plus dans la mode aujourd'hui, mais à l'époque, 1m73 pour un garçon, c'était considéré comme petit pour devenir mannequin. Ouais, le dernier message que j'ai eu avec lui, c'était le 25 mai 2015 et je lui donnais des conseils pour son Instagram, de mettre des hashtags, de taguer, ce genre de choses. Donc, parce que son but, c'était d'être mannequin. Et je me souviens qu'il m'avait dit qu'il avait tourné dans un clip vidéo d'un rappeur ou d'une rappeuse, je ne sais plus exactement, style un peu. J'avais vu la vidéo, ça faisait un peu genre Miami, etc. C'était chouette, c'était sympa. J'essayais de l'encourager. Je me suis dit c'est super, faut continuer, etc., etc. quoi. Et donc du coup voilà, et donc j'apprends son décès 5 ans plus tard quoi. 5 ans plus tard, sans le savoir, Alexandre va tomber par hasard sur une vérité qu'il n'imaginait pas. Comment j'ai appris son décès? C'était c'était en janvier 2021. En fait, il y avait eu le Covid, etc. On était tous plus ou moins confinés et je voulais un peu savoir comment lui vivait les choses, comment ça se passait en Australie aussi. Je suis toujours fasciné par l'Australie, je regarde toujours des vidéos sur l'Australie. Je me suis dit, je vais reprendre contact avec lui, savoir aussi où c'est qu'il en est dans sa vie, ça peut être intéressant. Donc avant de le contacter, je vais juste sur sa page, sur son profil Facebook, pour voir un peu son actualité. Et je vois en fait plein de messages qui dit tu nous manques déjà 5 ans. Et j'ai pas compris. Au début, moi, dans ma tête, ça parle d'autre chose, quoi. Déjà 5 ans. Ça fait déjà 5 ans qu'il est parti en Australie. Dans ma tête, c'était ça. Donc du coup, ses amis suédois se manquent, quoi, tous ensemble. Et au début, je pensais que c'était ça. Et puis je commence à lire et à traduire parce qu'il y a des messages suédois, donc j'essaie de comprendre. Et là, c'est vrai que je suis tombé sur une petite tombe avec marqué son nom et avec sa date de naissance et sa date du coup de décès. Et c'est là que je comprends. Et là, ça m'a fait comme un choc parce que je m'attendais pas du tout. Il était jeune, en bonne santé. Après, bon, on peut mourir à n'importe quel âge, bien sûr, mais il y a un accident ou autre, mais c'est inattendu. C'est vrai que voilà, c'est toujours triste et inattendu, même si c'était pas mon meilleur ami, malgré tout, voilà,
c'était un gentil garçon et ça fait quand même un choc, quoi, malgré tout. Ce choc, Alexandre va aussi le ressentir d'une autre manière. Ce qui m'a vraiment perturbé aussi, c'est sur son profil Facebook et sur la page de sa mère, il y avait beaucoup de photos que j'avais faites de lui, de moi. Donc c'est vrai que c'est vraiment euh, très bizarre de voir son travail. Je sais pas comment l'exprimer, mais et du coup les photos tournaient, c'était toujours les mêmes photos, toujours les mêmes photos. Alors la première chose que j'ai fait déjà, ça paraît bête, hein, mais c'est de lui envoyer un message sur notre conversation, juste pour lui dire au revoir. Ça m'a vraiment libéré de quelque chose. Euh, et ensuite, j'ai contacté sa mère pour savoir si ça l'intéressait que je partage une galerie avec toutes les photos qu'il n'avait pas choisies. Parce qu'en fait, à l'époque, j'avais un forfait de 10 photos. Il payait un forfait, on faisait la séance pendant 1 heure ou 2 et il choisissait ses 10 photos. Et du coup, il avait que 10 photos parmi les séances. Donc, j'ai demandé à sa mère si ça l'intéressait de récupérer toutes les photos. Et du coup, elle était super contente de récupérer toutes les photos. Et c'est vrai que j'ai quand même doucement, tranquillement essayé de demander qu'est-ce qui était arrivé sans essayer de trop tu sais, on marche sur des œufs à ce moment-là parce qu'on ne sait pas trop comment faire, comment exprimer pour essayer d'en savoir quand même un peu plus sans trop vouloir en rentrer dans les détails. Mais et du coup, non, elle était super gentille, sa mère. Elle m'a dit en gros que voilà, elle m'a dit que on l'avait retrouvé dans un bois, décédé, et que la police a malheureusement effacé pas mal de potentielles preuves et qu'on ne saura, elle m'a dit, on ne saura jamais ce qui s'est passé. Il y a eu des articles dans les journaux, tout est en suédois. Et c'est vrai qu'en 2021, l'IA démarrait tout juste, donc c'était un peu compliqué. Je faisais des photos avec Google Trad, je sélectionnais le texte, c'était un peu compliqué. Et donc du coup, j'ai essayé de choper quelques infos par-ci par-là, mais comme tout était en suédois, franchement, j'ai un peu lâché l'affaire, quoi. Lorsque Robin rentre en Suède au début de l'année 2016, ses proches ont le sentiment donc qu'il revient changé, plus calme, plus profond, mais aussi plus fragile. Il s'installe chez sa mère, Malin, à Falkenberg. C'est une période charnière, Robin prépare ses projets, pense à l'avenir, tente de se reconstruire après ce qu'il a vécu donc à l'étranger. Ce fameux accident. Je demande des précisions à Malin sur les circonstances de cet événement. Pourquoi est-il tombé du balcon ? Robin se trouvait en Australie lorsque l'accident est arrivé. Il m'est donc difficile de répondre précisément à cette question. D'après ce que j'ai compris, il a essayé des drogues pour la première fois et a fait une psychose. Il pensait qu'il pouvait voler, il a été grièvement blessé mais a survécu. Peut-être a-t-il survécu pour pouvoir rentrer chez moi et me dire au revoir ? Cet accident marque un tournant, vous avez commencé à le comprendre, Robin en réchappe, mais il va garder des séquelles physiques et surtout une angoisse profonde qui ne va pas le quitter. Malheureusement, il souffrait encore après l'accident et cela lui a été difficile à vivre. Il avait aussi peur de mourir et a pleuré à plusieurs reprises. Le drame survient donc le samedi 16 avril 2016. Robin quitte Falkenberg pour passer la soirée chez des amis dans le hameau d'Ullared, à une quarantaine de kilomètres de chez lui, de chez sa maman. Une soirée qui, en apparence, ressemble à toutes les autres. Soirée ordinaire. Une soirée qui va pourtant marquer le début de l'incompréhensible pour Malin. Tout est tellement étrange cette soirée-là. Il est allé chez ses amis avec ma voiture et il m'avait promis de rentrer le soir même, car il savait que j'avais besoin de la voiture le lendemain. J'ai parlé avec lui vers 22h et il m'a dit qu'il rentrerait après un moment. La soirée se déroule normalement, un dîner, des jeux vidéo, une ambiance détendue. Dans cet appartement d'Ullared, rien ne laisse penser que quelque chose va basculer quelques heures plus tard. Aux alentours de 2h ou 3h du matin, ce n'est pas très clair, la soirée touche à sa fin et chacun va se coucher sur place. C'est alors qu'un événement inexpliqué se produit. Au cours de la nuit, Robin quitte silencieusement l'appartement, sans prévenir ses amis. Lorsque ceux-ci se réveillent le dimanche 17 avril au matin, ils découvrent avec stupeur que Robin n'est plus là. Sa place où il dormait est vide et il ne répond ni aux appels ni aux messages. Fait étrange, sa voiture, qui est la voiture de sa mère, est toujours garée devant l'immeuble. Robin est parti à pied en pleine nuit dans ce secteur rural qu'il connaît peu, sans moyen de transport ni affaires personnelles. Mais lorsque je me suis réveillée le matin, il n'était pas à la maison. Je l'ai appelé et je lui ai écrit plusieurs fois, sans aucune réponse.
J'ai commencé à m'inquiéter et dans l'après-midi, j'ai publié un avis de recherche sur Facebook. La police locale enregistre officiellement la disparition de Robin Nilsson le 17 avril 2016. Des recherches vont s'organiser dans les environs du lieu de sa disparition. Mais ce qui pose question à Malin, c'est la réaction tardive de ses amis. Il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'un des amis de Robin m'a contacté. Il m'a dit que Robin était porté disparu et qu'il s'en était rendu compte à 10h du matin. Mais qu'il n'avait pourtant contacté ni la police ni moi. Le scénario qui vient immédiatement à l'esprit, c'est celui d'un accident. Robin a pu s'égarer dans l'obscurité, peut-être sous l'emprise de l'alcool. Il est tombé quelque part sans pouvoir se relever. Cependant, ses proches insistent sur le fait que Robin n'avait pas consommé d'alcool ou de drogue ce soir-là, à leur connaissance, et qu'il n'était pas du genre à s'enfuir ainsi, sans raison. La thèse d'un acte volontaire paraît donc peu probable pour eux. Robin n'a laissé aucun message. Il semblait au contraire plein de projets. Et il n'a pas emporté sa voiture, il n'a pas pu fuguer, il n'a pas pu mettre fin à ses jours. Là, à ce stade, on est dans la stupéfaction, on ne sait pas où est Robin puisqu'on n'a pas encore retrouvé son corps. L'incompréhension, l'angoisse, tout ça grandit. À mesure que les heures passent sans nouvelles, Malin remet en question l'enquête. Rien de ce qui s'est passé cette nuit-là n'a été réellement enquêté. Comme la police a commis de graves erreurs, je ne pourrai jamais savoir comment Robin est mort. La douleur après la perte de Robin est immense, mais ma colère envers la police a été très forte et a contribué à prolonger considérablement mon processus de deuil. Parce qu'après une journée de recherche et quasiment 48 heures après sa disparition, l'issue tant redoutée survient. Le lundi 18 avril 2016, vers midi, un bénévole participant au battu retrouve Robin Nilsson sans vie. Il gît dans un fossé marécageux en lisière de forêt sur un terrain agricole non loin d'Ullared. Plus précisément, le corps se trouve dans une ornière de tracteur remplie d'eau, formant un petit caniveau boueux en contrebas d'un chemin forestier. Robin est allongé face contre terre, dans une eau peu profonde. Il porte des vêtements mouillés par l'immersion. Aucune trace évidente de traumatisme externe n'est visible sur le corps, si ce n'est des éraflures. La position et l'état du cadavre suggèrent qu'il aurait pu chuter ou s'affaisser dans ce fossé et y mourir d'hypothermie au cours de la nuit de dimanche à lundi. Cependant, la mère de Robin note des premières incohérences. Robin a été retrouvé dans une position étrange, dans une ornière de tracteur remplie d'eau, mais son visage était au-dessus de la surface. Ils ont dit qu'il avait peut-être été noyé. Mais comment peut-on se noyer quand la tête est hors de l'eau ? Il n'avait ni drogue, ni médicaments, ni alcool dans le sang. Il présentait un œdème cérébral, des hémorragies, des muqueuses et des éraflures sur le corps. D'où venaient-elles ? L'autopsie n'a pas pu expliquer comment Robin est mort, et c'est pour cela que je vis avec toutes ces questions. La police locale arrive rapidement sur les lieux. Pour les enquêteurs présents, les circonstances pointent vers un accident tragique. Ça ne fait pas de doute pour eux. Le raisonnement est le suivant. Robin aurait erré seul dans l'obscurité, possiblement désorienté ou frigorifié, et serait tombé dans ce fossé rempli d'eau sans parvenir à s'en sortir. L'eau glaciale, puisque avril, c'est encore un mois froid en Suède, la nuit notamment. Et la température proche de 0 degré aurait provoqué une hypothermie fatale, éventuellement combinée à une noyade partielle si Robin était trop affaibli pour garder la tête hors de l'eau. Il n'y a, à première vue, aucun indice flagrant d'une agression. Pas de blessure par arme, pas de traces de lutte visibles autour du fossé, pas de biens volés, son portefeuille et son téléphone sont retrouvés non loin, d'après sa mère. De plus, le secteur est peu fréquenté et enclavé. L'hypothèse qu'un tiers ait croisé Robin par hasard au beau milieu de la nuit dans ces bois pour lui faire du mal semble peu plausible aux yeux des policiers. En quelques heures à peine, la conclusion initiale tombe, mort accidentelle. La police décide de ne pas ouvrir d'enquête criminelle. Conséquence directe de cette décision, la scène n'est pas traitée comme une scène de crime potentiel. Aucune mesure de protection n'est mise en place pour préserver les lieux. Le fossé n'est pas bouclé. Les techniciens n'effectuent pas de relevés approfondis. Cette absence de prélèvement scientifique ou de photographie détaillée sera plus tard vivement critiquée. Mais sur le moment, l'affaire est considérée comme résolue et surtout banale. On ne va pas chercher plus loin. Le corps de Robin est emmené pour être autopsié à l'Institut médico-légal
Néanmoins, puisque la police ne suspecte aucun crime, l'autopsie est orientée uniquement vers la confirmation d'une cause médicale de décès accidentel, aucune expertise complémentaire, toxicologie poussée, analyse de traces autour du fossé, etc. n'est demandée par les enquêteurs à ce stade. Officiellement, la mort de Robin Nilsson est classée comme un accident dès le printemps 2016. Mais pour la famille, de nombreux points ne cadrent pas avec cette conclusion hâtive. Malin est totalement anéantie par la mort de son fils, mais à la douleur s'ajoute bientôt le doute. Quelque chose ne tourne pas rond dans cette histoire. D'abord, Robin n'avait aucune raison apparente de s'enfuir dans la nuit, ça n'a pas de sens. Il se trouvait chez des amis de confiance, dans un environnement sûr. Pourquoi serait-il sorti seul dans le froid glacial d'avril, en pleine campagne, au risque de se perdre? Ses proches réfutent l'idée d'une prise d'alcool ou de stupéfiants qui aurait pu altérer son jugement. Robin avait justement tiré un trait sur ses excès après son accident, on en a parlé, et l'autopsie viendra confirmer qu'aucune trace d'alcool ni de drogue n'a été détectée dans son sang, et ça c'est important. Ce résultat d'autopsie est capital. Il élimine le scénario dans lequel Robin, ivre, aurait erré confusément. S'il était sobre, sa disparition nocturne n'en est que plus mystérieuse. Ensuite, l'examen post-mortem révèle des lésions internes intrigantes. Malgré l'absence de blessures externes majeures, les médecins légistes notent une enflure inhabituelle au niveau de la tête, signe possible d'un choc crânien, et la présence d'une hémorragie interne dans la région abdominale. Ces blessures ne correspondent pas clairement à une simple hypothermie. Pour Malin, cela suggère que son fils a pu subir un traumatisme avant de mourir. Par exemple, une chute d'une certaine hauteur, un coup ou un accident de voiture. Or, aucune investigation sur le terrain n'a été faite pour vérifier la présence d'indices d'une chute. Marques sur un arbre, traces de sang, etc. Sans analyse de scène, impossible de déterminer si Robin s'est blessé en tombant de lui-même dans le fossé ou si ces lésions résultent d'une altercation antérieure. Le manque d'investigation initiale va ainsi lourdement handicaper la compréhension de ce qui s'est réellement passé. Les proches de Robin soulignent que le lieu de la découverte, un fossé boueux, aurait dû être fouillé minutieusement. Par exemple, relever des empreintes de pas autour de la scène, mesurer la profondeur de l'eau, chercher d'éventuels objets appartenant à Robin ou à quelqu'un d'autre. Or, rien de tout ça n'a été fait sur le moment. D'ailleurs, plus tard, un enquêteur dira ceci: en n'examinant pas la zone, on s'est privé à jamais de la possibilité de savoir exactement ce qui a causé la mort de Robin. En d'autres termes, le doute subsiste. Accident ou pas, la police n'a plus les moyens de le prouver avec certitude. Plusieurs hypothèses, vous le comprenez, commencent à circuler dans l'esprit de la famille et du grand public. Robin a-t-il pu être victime d'un malaise lié à son ancien traumatisme crânien? Vous savez, cette chute du balcon. Par exemple, une crise d'épilepsie qui l'aurait désorienté et conduit hors de la maison. A-t-il aperçu quelque chose dehors, un animal, un bruit inquiétant, et s'est-il aventuré à sa poursuite? Ou bien y a-t-il eu une dispute avec ses amis cette nuit-là, le poussant à partir? Ces derniers, les amis donc, nient toute altercation et affirment avoir dormi sans rien entendre de son départ. Certains envisagent un scénario plus sombre, l'intervention d'une tierce personne. Par exemple, Robin aurait pu croiser sur la route quelqu'un de mal intentionné ou provoquant, bien que ce coin, encore une fois, soit isolé et que personne d'autre n'ait été signalé dehors à ce moment-là. Ou encore, hypothèse plus spéculative, l'un des amis présents pourrait en savoir plus qu'il ne le dit sur les circonstances du départ de Robin. Faute d'enquête policière poussée, aucune de ces pistes ne peut être confirmée ni écartée. Pour Malin, une chose est sûre, on lui cache quelque chose ou du moins, on ne lui a pas donné les moyens de comprendre la mort de son fils. D'une certaine manière, j'ai accepté que Robin ne reviendra pas. Mais je ne peux pas en rester là. Je ne sais toujours pas ce qui lui est arrivé. La police ne m'a jamais expliqué ce qui s'est passé. Ils n'ont pas jugé Robin assez important pour qu'on protège la zone et qu'on mène une vraie enquête. Le cas de Robin Nilsson va peu à peu dépasser le cadre familial pour devenir un sujet médiatique en Suède. En 2017 et 2018, plusieurs affaires similaires, des décès suspects rapidement classés en accident font l'objet de reportages, ce qui jette une lumière
sur les pratiques de la police de la région, justement. Par exemple, l'histoire d'Anna Spangling. C'est une femme de 32 ans retrouvée morte en octobre 2016 dans des circonstances douteuses. Cette mort révèle que des preuves ont été ignorées et jetées trop vite par les enquêteurs. Un célèbre criminologue suédois va profiter d'être invité dans une émission connue en Suède pour citer également le cas Robin Nilsson parmi les ratés de la police de cette région. Il fustige ce réflexe de conclure à l'accident sans investigation approfondie. C'est quand même une habitude chez ces policiers-là, c'est ce qu'il dit. À chaque fois, on dit accident et basta. Le fait que les autorités enquêtantes ne fassent pas le travail policier de base dans ces dossiers, c'est inquiétant selon lui. Ces critiques publiques mettent la pression sur la hiérarchie policière. Face à la controverse naissante, la police de Halland, c'est le nom de la région, finit par rouvrir le dossier Robin Nilsson en 2018, soit 2 ans après les faits. Nous allons tout reprendre à zéro, examiner ce qui a été fait, ce qui aurait dû être fait, et ce qu'il est encore possible de faire. C'est ce que déclare un responsable policier qui promet de retourner chaque pierre. Une nouvelle équipe d'enquêteurs venue d'une autre région est chargée de réévaluer l'affaire avec un œil nouveau, dans l'espoir de corriger les erreurs initiales. Cette réouverture redonne de l'espoir à Malin. Pour la première fois, elle est officiellement reconnue comme partie civile, avec un avocat pour défendre les intérêts de sa famille. Durant l'année 2018, l'équipe procède à plus de 50 auditions, y compris réinterroger les 2 amis qui étaient avec Robin la nuit du drame, et cette équipe nouvelle de policiers demande des analyses complémentaires sur les éléments du dossier. Malheureusement, l'absence de prélèvement sur le terrain en 2016 limite beaucoup les possibilités. Halland Posten, qui est le journal local, va mener en parallèle sa propre enquête journalistique et va révéler de nouvelles informations troublantes. Selon leurs sources, la police aurait commis, je cite, plusieurs erreurs graves lors de la découverte du corps, déclassant l'affaire de façon précipitée et n'aurait interrogé certains témoins clés que des mois plus tard. Autrement dit, le cas Robin Nilsson a été nettement sous-investigué, et ce dès le départ. Malgré ce regard neuf, la cause exacte de la mort de Robin demeure floue. L'enquête relancée n'aboutit à aucune inculpation, ni révélation décisive. Faute d'éléments matériels, les policiers ne peuvent qu'émettre des hypothèses. Aucune preuve tangible de crime n'est mise à jour, mais aucune preuve formelle d'accident non plus. En l'état, le procureur décide de refermer le dossier sans suite criminelle, tout en reconnaissant que la véritable chaîne des événements de cette nuit d'avril 2016 reste inconnue. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qui a causé la mort de Robin. Pour ne pas devenir folle ou amère, j'ai décidé d'accepter ce qui s'est passé. J'ai lutté pendant plusieurs années pour obtenir justice. La police s'est excusée et a également changé ses procédures concernant la manière dont les décès sont traités lorsqu'une personne est retrouvée morte. Robin voulait changer les choses et il l'a fait, même après sa mort. Peut-être que Robin a fait une psychose et est allé dans la forêt, peut-être qu'il est mort de froid. Je ne saurai jamais ce qui s'est réellement passé. Je ne crois pas que Robin voulait mourir et je pense que c'était un accident. Je ne crois pas non plus que ses amis l'aient tué, mais par leur comportement, ils ont contribué à ce qui lui est arrivé. S'ils avaient agi immédiatement lorsqu'ils ont constaté que Robin avait disparu, il aurait peut-être pu être sauvé. Le comportement de la police a détruit ma possibilité d'obtenir des réponses sur ce qui est arrivé à Robin. Cela a rendu mon deuil et ma vie beaucoup plus douloureux. Ce qui fait le plus mal, c'est qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils ont fait. Les policiers se sont rejetés la faute pendant longtemps. La police doit comprendre qu'elle m'a causé une immense souffrance et qu'aucune excuse ne pourra réparer cela. Comment cela a-t-il pu arriver en Suède en 2016 ? Près de 10 ans après les faits, la mort de Sebastian Robin Nilsson reste officiellement un mystère non élucidé. Les documents officiels la classent comme une mort accidentelle, mais sans explication définitive. Il n'y a pas de suspect, pas de piste criminelle avérée, mais simplement un faisceau d'anomalies et de questions. Ce qui aurait pu n'être qu'un banal accident nocturne est devenu un symbole des défaillances policières dans le traitement de certaines affaires sensibles. Le destin de Robin a touché de nombreux Suédois parce qu'il illustre le cauchemar vécu par les familles confrontées à une perte brutale et inexpliquée. Ne pas savoir comment ni pourquoi son enfant est mort est une torture psychologique que rien ne vient apaiser. Malin, par son combat public,
a mis en lumière ce besoin fondamental de vérité et de transparence, son espoir au-delà de son cas personnel et que plus aucune enquête de décès ne soit expédiée avec légèreté. Que s'est-il réellement passé dans la nuit du 16 au 17 avril 2016 ? Robin Nilsson a-t-il été victime d'un accident malheureux, d'une défaillance soudaine ou d'un acte malveillant passé inaperçu ? À ce jour, aucune réponse certaine n'existe. L'histoire de Robin demeure avant tout celle d'une vie jeune et prometteuse, fauchée trop tôt, et celle d'une mère qui refuse de laisser les questions de la dernière nuit de son fils sans réponse. Malgré le temps écoulé, Malin continue d'honorer la mémoire de Robin et de réclamer des explications. Le monde s'est écroulé quand Robin est mort. Mais je ne peux pas faire mon deuil tant que je ne saurai pas ce qui lui est arrivé. Son combat acharné force le respect et rappelle que derrière les faits divers se trouvent des familles en quête de vérité. L'affaire Sebastian Robin Nilsson reste à ce jour l'un des mystères non résolus de la chronique suédoise, un mystère qui, espérons-le, finira un jour par s'éclaircir, offrant enfin à ses proches les réponses et la paix qu'ils méritent. Je voudrais terminer cette vidéo en remerciant Alexandre qui a pris le temps de me contacter sur Instagram il y a maintenant plusieurs mois pour me parler de cette histoire. Une histoire qui forcément le touche puisqu'il a côtoyé, vous l'avez compris, Robin il y a plusieurs années maintenant en Australie. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages, souvent en commentaire et parfois sur Instagram, dans les messages pour me proposer des histoires. Sachez que je ne peux pas répondre à tout le monde, très honnêtement, je vois que j'ai beaucoup de messages en demande. Des fois, je prends le temps de les lire et des fois, j'ai pas forcément le temps. C'est pas que j'ignore, c'est juste que des fois, il y a des histoires qui me marquent plus que d'autres ou qui m'apparaissent plus réalisables plus que d'autres, en tout cas sur le moment. Mais voilà, n'hésitez pas à relancer si jamais il y a vraiment une histoire que vous pensez que c'est intéressant d'aller plus loin. Pas très français ce que je viens de dire, mais vous avez compris ce que j'ai expliqué. Je remercie également Malin, la maman de Robin, qui m'a fait confiance et qui a tout de suite répondu. Elle avait à cœur que cette histoire soit partagée aussi en France. Si jamais il y a des Suédois qui regardent cette vidéo ou qui vivent en Suède, n'hésitez pas à me dire comment tout ça a été traité en Suède, comment la mort de Robin Nilsson a été traitée en Suède. De ce que j'ai compris, ça a été médiatisé. Ça fait partie des mystères suédois, la mort de Robin Sebastian Nilsson. Je vous laisse ici. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin.